Merci. Vas-y. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà. Merci à tous d'être présents pour cette nouvelle session du Club Power BI. Donc, c'est David et moi, Philippe, qui allons animer cette session pendant 1 heure à peu près. Nous sommes tous les deux de Strasbourg. Et comme on commence tout le temps, on commence par les news communautaires. Vas-y, David, avance, s'il te plaît. C'est toi qui as la main. Oui. Donc, le sujet de ce soir, c'est Power BI Goals ou Power BI Metrics. On vous expliquera pourquoi est-ce qu'on utilise les deux termes, parce qu'on verra que c'est exactement la même chose. Il y a eu un renommage, mais je ne vais pas trop spolier le contenu de la session. Dans les consignes, hein, si vous ne voulez pas apparaître dans les enregistrements, il faut se déconnecter maintenant. Sinon, je vous rappelle, hein, on éteint sa caméra, on éteint son micro, on ne partage pas son écran. Par contre, vous êtes tout à fait libre d'utiliser l'espace de conversation, l'espace de chat pour échanger avec nous. À la fin, vous aurez des temps de questions-réponses où là, vous pourrez ouvrir les micros. Voilà. Ensuite, les news communautaires, comme d'habitude. On vous rappelle, le Club Power BI, c'est une association, c'était un club d'utilisateurs qui a son propre site. Donc le clubpowerbi.com. On vous invite toujours à vous y référer puisque vous trouverez tous les liens qui sont utiles. Le lien vers le site Meetup pour retrouver les futures sessions et la page YouTube où vous verrez tous nos enregistrements de vidéos YouTube, puisque même cette session-là sera diffusée, disponible dans quelques jours sur YouTube. Et vous pourrez, alors on a, je ne sais plus de 100 maintenant, largement dépassé les 100 enregistrements. Et donc, vous pouvez vous y référer aussi aux anciennes sessions si vous n'avez pas pu y assister. Voilà, et vous avez aussi le forum en français. Et donc, on peut vous accompagner. Il y a des gens qui vous accompagnent pour vous donner éventuellement des réponses à vos questions techniques. Et puis, bien sûr, le compte Twitter du club. Ensuite, donc le club, hein, c'était là, on finit presque la 6e session. Donc, c'est les villes de Bruxelles avec Isabelle Arnaud, Lille, Guillaume Julie, et Paris, les créateurs avec Jean-Pierre qui est présent aujourd'hui et Tristan, Nantes, Dimitri, Gaël, Yass et Christophe qui nous accompagnent cette année sur Bordeaux. C'est les derniers arrivants. Et j'oublie pas Marseille, Aix avec Joël et Franck. Et on finira par Marie et Thomas à Lyon. Et je vous rappelle, hein, il y a Philippe et David pour Strasbourg, et David qui vous accueille ce soir. Voilà. Au niveau des prochaines sessions, pour finir la saison 6, voilà, on en a une seule. Normalement, on devait être les derniers, mais quelqu'un s'est rajouté, Paris s'est rajouté, puisqu'ils ils vont nous proposer une nouveauté qui a été annoncée à la build au mois de mai dernier. C'est les décryptages de ce que sont les data marts, une nouveauté annoncée pendant la build. Voilà. Et la slide suivante, David. Et on recommencera donc pour la saison 7. On est déjà en train de travailler, peut-être des nouvelles figures, peut-être des nouveautés, comme l'an dernier on a eu l'émission qui était une nouveauté, peut-être qu'on en trouvera d'autres. Ça c'est secret puisque nous on travaille déjà dessus pour cette prochaine session, pour cette prochaine année plutôt. Donc voilà. Mais on vous en parlera plus de tout ça à la rentrée. Voilà. Alors maintenant, on va parler de notre sujet, Power BI Metrics ou Power BI Goals, mais on vous détaillera tout ça. Je te laisse la main, David. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Bonsoir à tous encore une fois. Et donc notre sujet ce soir, c'est Power BI Metrics, qui pendant un certain temps, en tout cas pendant la période de préversion, s'appelait Power BI Goals, et qui a été renommé récemment, donc à peu près 2 mois, à Power BI Metrics.
Alors, qu'est-ce que Power BI Metrics exactement? Eh ben, c'est un tableau de bord, hein, on va dire. Alors, on va faire la distinction avec l'autre tableau de bord aussi, mais c'est un tableau de bord qui comprend un ensemble de valeurs à suivre ou d'indicateurs de performance. On le verra par la suite. Dans un premier temps, il faut construire ce qu'ils appellent une scorecard, qui est donc en français traduit sous le nom de tableau de bord. Et donc, on a un exemple ici de ce que ça représente quand il est bien complété. On a différentes valeurs qui sont à suivre et qui regroupent d'autres sous-valeurs également avec des indicateurs de suivi ou de performance. Des couleurs qui vont nous indiquer également si on a atteint un certain objectif. Donc, on a sur la gauche un icône supplémentaire où dans la barre de navigation verticale, on va retrouver un nouvel onglet avec une petite icône qui nous indique les objectifs à suivre. Enfin, en tout cas, le tableau de bord des objectifs à suivre. Comment ça marche exactement? On verra un peu plus tard, Philippe va nous expliquer ce que sont que les OKR, les Viva Goals, et donc il faudra attendre un petit peu plus tard pour que Philippe nous en dise plus là-dessus. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une scorecard? Parce que quand on regarde un tableau de bord comme celui-ci, en fait, c'est une scorecard qui, encore une fois, voilà, a été traduit en français sous le nom de tableau de bord. Donc, on va retrouver en fait deux tableaux de bord. Le tableau de bord qu'on connaissait déjà auparavant, que l'on construit dans Power BI Service et qui regroupe des visuels de différents rapports. Le deuxième type de tableau de bord, qui est donc en anglais scorecard, et en fait ça permet d'éviter le trouble au niveau des deux noms. Donc les scorecards, c'est un ensemble d'indicateurs qu'on va créer, que l'on peut connecter à un jeu de données en particulier, et pour lequel on va permettre d'avoir un suivi sur des valeurs bien particulières, et notamment d'avoir des indicateurs de couleur avec un texte approprié pour voir si on atteint une certaine cible. Et donc, on peut fixer différents types de cibles à atteindre sur différentes dates. Et on peut regrouper différents objectifs dans un objectif global. Donc, on le verra aussi lors de la démonstration, comment ça fonctionne. On va voir aussi l'intégration avec d'autres services, puisque on verra que d'une part, on peut attribuer un objectif à des membres de son équipe. Donc, il y a une intégration qui est assez commune, qui se fait dans toutes les applications avec Azure Active Directory. C'est relativement transparent, mais à chaque fois que on se connecte, en tout cas que l'on partage quelque chose avec quelqu'un d'autre, il y a forcément une connexion avec Azure Directory qui nous permet de partager ça. Donc, possibilité d'attribuer des goals, ou en tout cas des objectifs à des autres membres de son équipe, mais aussi de le partager dans Teams ou depuis Teams d'intégrer donc un lien vers une scorecard ou vers différents indicateurs. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser Power Automate pour déclencher des flux ou éventuellement ajouter des actions dans des flux qui vont permettre de mettre à jour des indicateurs de performance dans une scorecard. Donc, il y a une intégration avec Azure Active Directory pour partager ces objectifs, une intégration avec Teams pour pouvoir aussi les partager dans un canal en particulier, les partager avec d'autres personnes en particulier, ou échanger autour d'un indicateur, et puis intégration avec Power Automate également, aussi bien des déclencheurs que des actions qui peuvent être créées à ce niveau-là.
On verra aussi, et Philippe nous en dira plus là-dessus, que lorsqu'on crée une scorecard, on a associé avec un jeu de données. Et donc, Philippe nous en dira un peu plus comment ça fonctionne, ce jeu de données exactement, et éventuellement peut-être pourquoi il y a un jeu de données spécifique associé avec cette scorecard quand on la crée. Et on va la voir pendant la démo aussi. Voilà, on va passer à la démo, ça va être un peu plus explicite quand on va voir ensemble comment créer une scorecard, et puis les indicateurs qu'on va mettre ensemble dedans, et également la connexion avec un jeu de données déjà existant. Et depuis quel élément on va pouvoir le créer. Alors, je vais arrêter le partage et repartager mon écran. Alors, voilà, j'ai partagé donc mon navigateur où on peut voir une scorecard qui a déjà été créée, qui fait partie des modèles qui sont prédéfinis, que l'on peut charger et qui se fait assez facilement. Alors, quand on est sur la page d'accueil, pour arriver donc aux métriques, on va aller sur le menu vertical, la barre de navigation verticale sur la gauche, et retrouver Metrics avec la petite coupe. On a ici donc des exemples de metrics qui sont déjà, ou de scorecards qui ont déjà été créés, sur lesquels on peut cliquer pour en déployer une. Et on a des exemples de ce que l'on peut faire, que l'on peut mettre en place. Donc, dans une scorecard, on va voir qu'on peut créer des objectifs globaux. Ici, par exemple, on a 3 objectifs globaux et à l'intérieur de chacun de ces objectifs, on va avoir des sous-objectifs que l'on va pouvoir créer pour cela. Et donc, on a également un statut pour cet objectif, en vert si c'est atteint, en rouge si c'est pas atteint, si c'est à risque, et en bleu si c'est terminé. Avec en plus ce qui ressemble à des... j'ai perdu le nom tout à l'heure, des petits graphiques que l'on peut mettre dans des cellules. Voilà, des sparklines, effectivement, merci. Le nom m'échappait. Donc voilà, des sparklines qui nous permettent d'avoir une indication, une tendance en tout cas, sur plusieurs dates et l'atteinte d'une valeur cible en particulier, avec une date d'échéance pour laquelle cet objectif doit être atteint. On voit que ici le propriétaire, c'est moi en l'occurrence pour chacune de ces valeurs, mais on va voir qu'on peut l'attribuer à quelqu'un d'autre également. Et ici, en l'occurrence, comme c'est un modèle, je ne peux pas le modifier, je n'ai pas la main dessus pour le modifier, même si je suis représenté comme étant le propriétaire, ça doit faire partie d'une application, en tout cas, pour laquelle je ne peux pas modifier cela. Je vais retourner au niveau des métriques. On peut créer une métrique à partir d'ici, mais il y a une autre façon de créer des métriques également, en tout cas une scorecard, c'est d'aller dans un espace de travail spécifique. Et depuis l'espace de travail pour lequel vous souhaitez créer une scorecard, on va aller dans Nouveau. Et ici, vous voyez, on a 2 fois tableau de bord. C'est là où je disais il peut y avoir un peu de la confusion, puisque maintenant, on a 2 types de tableaux de bord qui existent. En anglais, c'est scorecard, et l'autre tableau de bord, c'est dashboard. Alors c'est un peu plus distinct. En français, ça porte un peu de la confusion. Donc, en tout cas, scorecard, c'est celui qui a la petite icône avec la coupe. Et quand on clique dessus, on va pouvoir créer donc voilà, une scorecard. Je préfère utiliser du français, mais là, je ne voudrais pas que ça prête à confusion avec l'autre type de tableau de bord qui existe. En tout cas, une chose importante, je ne l'ai pas dit, mais il faut aller dans Power BI Service. C'est vrai que vous n'allez pas pouvoir créer une scorecard depuis Power BI Desktop. Vous allez devoir publier votre jeu de données et votre rapport dans le service, donc powerbi.com, et ensuite, depuis powerbi.com,
vous allez pouvoir créer une scorecard. Ça fait partie des outils complémentaires qui se trouvent disponibles dans le service et que vous ne pouvez mettre en pratique que depuis le service. Donc là, on va créer une scorecard qui va être un conteneur de nos objectifs à atteindre, qui va contenir un ensemble d'objectifs. Donc, on va l'appeler, on va lui donner un nom, suivi des ventes. On peut lui donner une description. Bon, on voit que ce n'est pas obligatoire. La seule valeur qui est obligatoire, c'est le nom du tableau de bord. Ensuite, la description, fortement recommandée. On peut lui donner une étiquette de confidentialité si besoin. Là, en tout cas, je n'ai pas défini à la base, donc je n'en ai pas. On va pouvoir l'associer à un espace de travail. C'est intéressant de noter que même si je crée un nouveau scorecard depuis un espace de travail spécifique, je pourrais très bien le changer et l'associer avec un autre espace de travail. Ou éventuellement créer un espace de travail spécifique pour ça, pour cette scorecard. Et ensuite, on va cliquer sur créer. Donc, j'ai mon scorecard qui est créé. Donc, ça va être mon conteneur de différents objectifs. Je vais juste revenir en arrière au niveau de l'espace de travail pour vous montrer que quand on crée une scorecard, on a automatiquement un jeu de données qui est créé avec et pour lequel Philippe nous donnera plus d'explications un peu plus tard. Donc, on en saura plus. Mais voilà, on voit que automatiquement, il y a deux choses qui sont créées. Notre scorecard et puis le jeu de données associé. Je retourne dans mon scorecard. Donc, on a un premier objectif ou une première métrique qui est créée. Il faut lui donner un nom. Alors, métrique 1, on va l'appeler. Et ensuite, on peut voir qu'on a un propriétaire. Par défaut, c'est moi, comme je crée cet objectif, c'est moi qui suis dessus, mais je peux très bien m'enlever et puis associer à une autre personne. Je ne sais plus qui, voilà, Myriam par exemple, on va l'associer avec Myriam. Et on pourrait mettre d'autres personnes dedans, je pense. On va voir Alex, voilà. Donc on peut mettre au moins une personne associée avec un objectif ou plusieurs personnes associées avec cet objectif. Ensuite, on va pouvoir mettre une valeur. On peut renseigner une valeur soit manuellement, soit l'associer avec un jeu de données. Bon, je vois peu d'intérêt à créer une valeur manuelle, à moins qu'on ait un objectif particulier qui ne fasse pas partie d'un jeu de données. Mais là où il y a le plus d'intérêt, c'est de pouvoir se connecter à un jeu de données en particulier et de le suivre dynamiquement, puisque si on le rentre manuellement, il faudrait le mettre à jour régulièrement soi-même pour pouvoir suivre cette valeur. Donc, ce serait difficile. L'intérêt, c'est de pouvoir se connecter à un jeu de données. On a l'accès à différents jeux de données. Vous voyez ici que on a l'accès à différents jeux de données qui sont disponibles dans différents espaces de travail. Donc, malgré le fait qu'on ait créé cette scorecard dans un espace de travail, on peut accéder aussi à d'autres jeux de données qui font partie d'autres espaces de travail. Toujours est-il que ce sont des jeux de données pour lesquels on a des droits, bien entendu. Je ne vois que les jeux de données des espaces de travail pour lesquels j'ai des droits en particulier. On peut voir qu'on peut accéder, bon, en tout cas, les plus récents, les favoris, ceux qui sont partagés avec moi, des applications éventuellement. On voit qu'ici, j'ai différentes applications. Et puis, voilà, si je veux voir tous les rapports qui sont disponibles auxquels je peux me connecter, on peut les retrouver ici. Donc, je vais choisir un rapport en particulier. Suivant. Et ensuite, j'ai un aperçu de mon rapport et des différentes pages qui constituent mon rapport. Donc, je peux naviguer parmi ces différentes pages et je vais choisir un visuel en particulier. Alors, avant, on peut voir que d'une part, on navigue dans ce rapport comme si on était vraiment dans le rapport. On peut voir qu'à chaque fois qu'on survole un visuel, on a accès aux différents outils au-dessus qui nous indiquent aussi les filtres qui sont déjà mis en place. Et si on veut modifier des filtres, on peut aller dans le volet de filtres qui est disponible, là aussi,
et on peut le modifier. Donc, je pourrais très bien choisir voilà, un filtre sur un segment particulier pour prendre un indicateur en particulier sur un segment, ou je peux choisir d'enlever tous les filtres si je veux voir une valeur globale. Ici, en tout cas, j'ai un filtre sur Central et sur l'année 2014. Donc, je vais choisir mon visuel et ensuite, je confirme les filtres qui sont mis en place au niveau du producteur, de la région, de l'année, etc. On a une valeur actuelle de 12 383 et qui représente les unités totales, ou le total d'unités. Donc, on va se connecter à ce visuel particulier de ce jeu de données. On peut désigner une valeur cible, donc soit on peut le rentrer à la main ici, soit on peut de nouveau se connecter au jeu de données. Là, dans le jeu de données, en l'occurrence, je n'ai pas d'objectifs ou de liste d'objectifs en particulier, donc je peux les créer moi-même. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut modifier la liste des objectifs à atteindre avec des dates, des échéances ou des jalons, comme il est indiqué ici, pour chacun des objectifs, sachant que on va cibler une certaine valeur sur une année, mais on a des attentes particulières pour atteindre une valeur globale à la fin de l'année sur un trimestre, sur les 4 trimestres de l'année. Donc là, on va rentrer la première valeur cible qui va être, disons, 13 000, et on va la mettre sur, hop, voilà, on va la mettre sur juillet, on va dire le 31 juillet. On va rentrer une deuxième valeur cible, ça va être 14 000, et on va la mettre sur août. Alors, vous voyez que pour chaque valeur qu'on rentre, on va lui dire ça, c'est premièrement, c'est un jalon. Notre deuxième valeur, ça va être un jalon également. Et ensuite, on veut atteindre 15 000 pour le 30 septembre, par exemple. 30 septembre. Et on va lui dire que cette valeur pour le 30 septembre, ça, c'est notre valeur cible finale. Alors, hop. Alors, je suis un peu troublé. Je pensais qu'on avait déterminé pour chaque valeur un jalon et ensuite une cible finale. Non, J'ai non, dû me tromper. Ouais. c'est la façon dont tu afficheras la carte après, tu sais, quand tu affiches le détail de ton objectif ou sous-objectif, tu as une représentation graphique et Oui, tu mets en rapport soit le pourcentage, soit par rapport au jalon, soit par rapport à la cible. d'accord. OK, moi j'avais mal interprété ça. Je pensais que c'était des étapes. OK. En tout cas, on peut donner des mises en forme particulières pour nos valeurs cibles. Et une fois qu'on a terminé, on va cliquer là-dessus. Et ensuite, on va indiquer bon, l'état, on va définir des règles également. Donc, si la valeur est supérieure à donc, 12 000, on va lui dire donc, par rapport à la valeur directe. Donc, on peut le mettre en pourcentage. On peut mettre des règles en rapport à la valeur, à une date ou un changement de valeur, donc un changement en pourcentage ou autre. Ici, en tout cas, on peut choisir une valeur, on peut choisir si c'est supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc. Indiquer le montant et ensuite lui dire si c'est un pourcentage de la cible ou si c'est en valeur absolue. Donc, si c'est supérieur à 12 000, on va lui dire que c'est dans les délais. Ensuite, une autre condition, OK, si la valeur est inférieure à 12 000, on va lui dire que c'est à risque, etc. Donc, on peut afficher différentes choses.
le mettre en pourcentage si on le souhaite, le mettre en rapport à la valeur, à la date, au changement, etc. Et donc en mettre plusieurs et lui donner un ordre également. Si je sélectionne un en particulier, je peux changer où est-ce que ça va se trouver. Voilà, il y a un autre jeu de règles à mettre en dessous également, sinon c'est non démarré, par exemple. Et ensuite, on va enregistrer. On va lui donner des dates de départ, donc ça va commencer à partir d'aujourd'hui et ça doit aller la date d'échéance. Là, en l'occurrence, pour nous, c'était le 30 septembre et on va enregistrer. Donc, on a une première valeur cible ou un premier objectif qui a été fixé. On voit qu'ici, nos petites cartes se sont mises à jour. On a une scorecard qui contient une métrique ou un objectif qui est non démarré en l'occurrence, et donc qui va se mettre à jour au fur et à mesure que notre jeu de données va recevoir des données appropriées. Sur notre jeu de données, lorsqu'on le sélectionne, on va pouvoir ajouter une sous-métrique. On va pouvoir ajouter une sous-métrique là-dessus. Et donc, on va l'appeler métrique 1, 2, 1. On va rechercher de nouveau dans notre jeu de données. On va se connecter au même jeu de données. Suivant. Là, ce qui est intéressant, quand on va regarder ça, on va reprendre le même visuel. Ici, on a donc les unités totales qui nous sont données pour 4 entreprises. Et ce que l'on a pris dans un premier temps, c'était une valeur globale sur la région centrale-est. On peut définir des sous-objectifs pour chacune de ces entreprises qui composent la valeur totale. Donc, ce qui est intéressant, quand on sélectionne un visuel, on peut aussi sélectionner des points en particulier et éventuellement choisir ici donc pour l'entreprise Aliki. Et on voit que les filtres sont appliqués quand on clique dessus. Donc, je vais retenir en tout cas l'entreprise Aliki. On a une valeur de 2060 et on va définir un sous-objectif à atteindre pour cette société en particulier, pour qu'au final, l'ensemble des sous-objectifs représente l'objectif global. Donc, on va définir un sous-objectif pour Aliki. D'ailleurs, ma métrique, je vais l'appeler Aliki plutôt. On va lui dire que ça doit être du 2500. Enfin, on va définir différentes valeurs cibles à atteindre. Ça va être 3000, 3500, avec les mêmes dates aussi. C'était, on avait 31 juillet, 31 août et hop, septembre. Voilà. Hop là. Et donc, on va pouvoir aussi changer le propriétaire pour le mettre en adéquation avec la personne qui est en charge de la société Aliki. On peut définir des règles comme on l'a fait tout à l'heure, et ensuite définir une date de début, une date de fin pour l'atteinte de cet objectif sur 30 septembre, et on enregistre. Voilà. Donc, on a une métrique globale, et ensuite on peut définir des métriques, des sous-métriques. Ce qui est intéressant, donc, comme on l'a vu, c'est que quand on choisit au niveau de notre rapport et de notre visuel, on peut activer les filtres qui sont disponibles pour nous. On peut choisir une entreprise en particulier sur laquelle se concentrer ou un point en particulier du graphique sur lequel se concentrer. Et on voit que les filtres sont appliqués sur là où on a cliqué sur le visuel. Si je clique sur la zone blanche du visuel, j'ai l'intégralité de toutes les valeurs représentées sur ce visuel. Et encore une fois, on peut filtrer également sur l'ensemble de la page
ou voilà, appliquer donc des filtres en particulier ou les enlever s'ils existent déjà. Je vais sortir de là, OK. Donc voilà, on peut définir une valeur générique, des sous-valeurs là-dessus, les attribuer à une personne en particulier, connecter à un jeu de données, aussi bien pour la valeur actuelle que pour la valeur cible, et définir des règles particulières pour définir l'obtention, définir ce qui va être obtenu ou pas obtenu, etc. Et ensuite des dates d'échéance là-dessus. Une fois qu'on a fini avec tout ça, on enregistre et donc on peut cliquer dessus pour avoir un aperçu de, 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 de l'objectif, enfin de la valeur actuelle par rapport à l'objectif qui doit être atteint. Ici, on voit qu'on a donc au niveau de l'onglet de détail, la valeur actuelle qui est de 12 000, objectif qui est de 15 000. On voit les différentes étapes d'atteinte de cet objectif avec voilà, les différents jalons, les points qui sont représentés par les jalons et l'autre petite icône de losange pour la cible finale, pour ce qui est représenté par la cible finale. Voilà, c'est là où j'ai été confus entre jalons et cible, parce qu'on a les jalons qui sont représentés par des points qui constituent les étapes intermédiaires, et le losange qui représente la cible finale qui est à atteindre. Et donc, on a les différentes dates auxquelles on doit atteindre ces jalons. Et on a la progression. Bon, la progression actuelle, elle est, ça doit être celui-ci, voilà. Mais sinon, on en était sur du 2014 et là, on a des objectifs sur de 2022. Donc, bon, c'est pas trop en parallèle au niveau des années. Mais l'idée est là. Et on voit que ça a été non démarré pour l'instant. D'ailleurs, pour le démarrage, on pourrait mettre la date d'aujourd'hui, puisque là, on a déjà démarré les objectifs. Donc, la première étape, on peut corriger ça. On va dire que au niveau des règles, on va mettre une nouvelle règle qui est si la date est après le ou après le aujourd'hui, ça doit démarrer. L'atteinte des objectifs doit être en cours. Qu'est-ce qu'on n'a pas démarré tout simplement en retard derrière à risque? Ah oui, il faudrait définir certainement plus d'une règle. Si est en fait, c'est ici que je devais définir ça, ajouter une condition. Hop, si la date est le ou après le 5 juillet. Donc, si la valeur est supérieure à 12 000 ou si la valeur est inférieure à 12 000, donc ça, c'est pas bon. Voilà. Si la valeur est supérieure à 12 000 et qu'on est après la date d'aujourd'hui, du 5 juillet, on doit être plutôt dans les délais. OK. Par contre, si la date, hop là, si la date est le ou avant le 5 juillet et que la valeur est inférieure à 12 000, on est par rapport à la valeur absolue. On a démarré, mais on est plutôt en retard, on va dire. Okay. Voilà, j'avais mal défini auparavant. C'est vrai qu'on va donner, on va plutôt se baser sur une date dans un premier temps. Si on est après le 5 juillet, on commence l'évaluation de la performance. Si on est inférieur à 12 000, on va dire qu'on est en retard. Sinon, si la valeur est supérieure à 12 000 et qu'on est le ou après le 5 juillet, la date de démarrage, on est dans les délais. Voilà. Et sinon, bah, c'est non démarré. Enregistrer, hop. Là. Et on va fermer ça. Et
Ah, j'avais pas enregistré. Il faut enregistrer ici aussi. D'accord, enregistrer 2 fois. Voilà. Et maintenant, ça s'est mis à jour. On est dans les délais ici, en l'occurrence. On va afficher. Voilà, ça a changé. Maintenant, on est dans les délais. On a notre progression qui s'affiche ici en vert, puisque ça a démarré. Et donc, on a voilà, le niveau d'atteinte de notre objectif. On peut visualiser l'historique de tout ça, revisualiser les règles et en ajouter ici également, et puis voir les paramètres définis donc sur cette métrique. Voilà. Alors, je retourne. Ici, on voit qu'on peut en tout cas partager cette métrique, enfin ce scorecard, en tout cas, cette scorecard. On peut la partager dans Teams directement, donc dans un canal en particulier d'une équipe ou avec quelqu'un en particulier. Ah, je ne suis pas... Hop. Voilà, on peut la partager avec une personne, un groupe ou une équipe. Vous voyez? Hop. On peut créer également des flux Power Automate avec ça. On a des déclencheurs et des actions spécifiques sur les scorecards. Alors, voilà. En tout cas, obtenir une métrique. Voilà, d'autres actions qu'il est possible de faire. Pour l'instant, c'est en pré-version, tout ça. Obtenir une scorecard entière ou une métrique en particulier, plusieurs métriques. Et puis ensuite, on doit avoir hop, où est-ce qu'on a on n'a que les actions ici, triggers, voilà. Hop là. Quand un objectif change, quand un objectif est actualisé, ou en tout cas non, quand l'actualisation pour un objectif échoue, quand la valeur actuelle de l'objectif change, voilà, pour ce qui concerne les goals, vous avez aussi quand quelqu'un ajoute ou édite un goal check-in. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par goal check-in. Ensuite, quand quelqu'un attribue à quelqu'un donc un nouveau propriétaire, enfin, un goal à un nouveau propriétaire, un objectif à un nouveau propriétaire, et quand l'état de l'objectif change également. Voilà, ce sont des déclencheurs, en tout cas, de flux Power Automate. Donc, vous pouvez créer des flux Power Automate pour être alerté lorsqu'il y a des modifications faites sur un objectif en particulier dans une scorecard. Voilà. Et vous avez des actions que vous pouvez prendre derrière également sur une scorecard ou sur des objectifs en particulier. Donc, intégration avec Power Automate, avec Teams et possibilité de partager comme on le fait d'habitude avec un autre rapport où là, vous pouvez définir par défaut, c'est toujours au sein de l'organisation et vous pouvez définir éventuellement si ce sont déjà les utilisateurs qui ont déjà un accès ou des utilisateurs spécifiques. Et si vous pouvez autoriser, si vous souhaitez autoriser les autres personnes avec qui vous partagez, de les repartager avec d'autres, etc. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour la démonstration. Je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ça. Je vais laisser un peu de temps à Philippe aussi pour nous expliquer un peu plus derrière les compléments de tout ça. David, peut-être, parce qu'il y a eu des questions dans ce sujet, tu peux ouvrir les paramètres du tableau de bord, du scorecard, pour montrer qu'on peut changer les libellés et les couleurs des états dans statut. Ouais, voilà. Donc effectivement, au niveau d'une scorecard, on peut modifier le texte, la couleur qui est associée avec un texte en particulier, l'ordre dans lequel ça va apparaître, et puis on peut ajouter des états.
effectivement. Alors, je n'avais pas vu ça, effectivement, oui. C'est Mm. Alors, une on chose. posait la question, qu'est-ce que signifie derrière? En fait, comme je vous disais, c'est une traduction malaisée de l'anglais vers le français, de behind ou overdue. Je pense que c'est behind. Voilà, donc c'est voilà, des mauvaises traductions. Tout n'est pas traduit correctement, puisque si vous regardez bien, par exemple, sur cet écran, vous voyez que l'onglet s'appelle statut. Et dans la page principale, on parle d'état. Donc, vous voyez, Ouais. donc, et puis vous les avez en français sur la première, sur la scorecard, et là vous les avez en anglais. Donc, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus aisé par rapport à ça. Mais voilà, ça c'était la question. Pour répondre à la question, la deuxième chose, David, je te laisse terminer. Oui. La deuxième chose qui semble, alors si tu veux, je rajoutais deux petites choses. La première, vous voyez les petits carrés en haut, c'est une façon de pouvoir filtrer rapidement les états. Donc, dans les temps, on peut retrouver facilement les métriques qui correspondent aux conditions qui sont indiquées. Et si vous en avez beaucoup, vous avez aussi dans le tableau, en face du mot nom, vous avez un petit entonnoir qui permet éventuellement de retrouver, voilà, en fonction des mots-clés, des noms des métriques, comment est-ce que vous voulez les retrouver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, David vous a montré qu'on pouvait effectivement se connecter à une source de données existante, un rapport existant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, il faut veiller à ce que la scorecard, en fait, que la métrique se mette à jour régulièrement. Donc, vous avez plusieurs éléments de planification journalière, hebdomadaire, etc. Mais il faut aussi que le rapport sous-jacent se mette lui-même à jour. Si vous ne faites pas la mise à jour du rapport, vous aurez beau réactiver la mise à jour de la métrique, celle-ci n'évoluera pas puisque le rapport sous-jacent n'a pas évolué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacune des métriques individuellement, vous n'êtes pas obligé d'associer un rapport ou une mesure d'un rapport. Vous pouvez très bien aussi tout faire manuellement. Quand vous le faites, vous pouvez renseigner dans la partie actuelle des valeurs quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, et à ce moment-là, vous aurez les courbes dans la partie progression qui apparaîtraient. Là, David, non, tu mets directement 20 000, là, par exemple. Tu n'es pas obligé de passer même sur les jalons, mais 20 000. Voilà. Tu peux enregistrer les dates, à la rigueur, oui, mais ce que tu veux. C'est vrai on peut gérer les états aussi depuis ici, quoi. Oui, oui, tu peux les gérer manuellement. Ouais. Oui, tu peux appeler, d'accord, oui, tu peux appeler l'écran. Et ici, vous voyez, c'est une scorecard qu'on a fait entièrement manuelle. Et si on va dessus, ensuite, dans la partie en bas là, de cet écran, tout en bas, vous avez activité. Et vous pouvez très bien ajouter un point, un nouveau point, voilà, et préciser une date, une valeur et un état. Et vous avez la possibilité aussi de mettre un commentaire. En étant, voilà. Une note. Petite note, oui. Un petit commentaire. On peut même donner mentionner quelqu'un éventuellement. Mmh. Voilà, enregistre. Ouais, vous voyez la petite courbe qui commence à monter et quand on ferme, on trouvera la même courbe dans la métrique associée. Si tu fermes le panneau là, voilà, David. Non, on ne le voit pas, c'est étonnant. Normalement, on aurait dû voir la progression, dans la partie progression, Parce que peut-être on n'est pas encore commencé ici. je sais pas, peut-être. Bon, bref, et puis vous avez bien sûr la possibilité d'afficher la remarque qui est associée à la valeur que vous avez. Donc, vous avez individuellement pour chaque métrique la possibilité soit de le connecter à une source de données, à un dataset en l'occurrence, soit de le faire individuellement.
Et ça, vous êtes tout à fait libre de le faire. Il y a peut-être des éléments qui ne sont pas associés, qui sont d'autres, qui sont issus d'autres systèmes qui ne sont pas connectés, ou qui sont plutôt des résultats de sondage, on ne sait rien, pour qui vous voulez mettre la valeur en dur. Donc vous êtes tout à fait capable de faire les deux. Alors maintenant, je vais... désolé, si on veut avoir un objectif qualité, par exemple, un nombre de tickets ouverts doit être inférieur à. Alors, les valeurs, c'est forcément des valeurs numériques par rapport à un objectif. Et vous pouvez ensuite, comme a fait David, associer un état, dans les clous, pas dans les clous, etc. Je ne sais pas si je réponds à la question, Xavier, mais on ne peut pas définir d'autres types de règles que des valeurs numériques, ou en pourcentage ou en valeur numérique simple. Tout à l'heure, David vous a montré qu'il y avait aussi je vais partager mon écran et je vais faire ma phrase. Hop. David vous a montré tout à l'heure qu'il y avait un jeu de données associé, un dataset associé la scorecard, au tableau de bord de la métrique. Voilà. On ne voit pas mon écran, David? Si, on le voit très bien. D'accord. Alors, je me suis intéressé. La première chose que j'ai fait, c'est d'utiliser le dataset et de créer un rapport associé. Et ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et j'ai voulu exporter pour voir un petit peu comment c'était fait, notamment récupérer le jeu de données. Donc, sachez qu'on ne peut pas récupérer le jeu de données et un rapport. C'est pas possible, j'ai essayé de toutes les manières, etc. Alors, j'ai essayé par la suite de le dire, si j'ai un jeu de données, autant utiliser Power BI Desktop et de me connecter à ce dataset en mode Power BI. On sait le faire. Et voilà le résultat de la chose, c'est qu'en fait, on peut se connecter et si vous voulez avoir des données, la première chose qu'il faut, c'est réactualiser le dataset. Sinon, le tableau est vide. Donc, si vous regardez bien, on a des tables Gold, où on a un certain nombre de propriétés dedans. On a le cycle, on a l'ID, le honor, le name, le nom, pardon, tout est en anglais, le statut qui est une mesure, la valeur de la target, la valeur actuelle, etc. Donc ici, ça c'est tous les objectifs. On a tous les commentaires si on veut. On a une ligne pour le tableau de bord, c'est l'élément que j'ai représenté ici. Donc c'est les données du tableau de bord, à savoir quel est le contact, le nom, l'ID, donc le GUID, si ça peut être utile, la personne qui l'a créé, la date de création, etc. On a aussi les statuts. Les statuts, je vous ai représenté aussi là-haut. Donc, avec le nom et le code couleur. Et les valeurs qu'on peut saisir, etc. Toujours, vous voyez. On a différentes valeurs, statuts, l'objectif associé, etc. Donc voilà, on a plusieurs choses et la représentation graphique de l'ensemble. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà. Donc on a, vous voyez, donc principalement la table value et la table gold qui sont les éléments clés de notre dataset. Et on a autour donc la scorecard, les statuts et les notes. Voilà. Et donc toutes les jointures sont déjà prédéfinies. Les mesures, un grand nombre de mesures sont déjà existantes, etc. Donc on pourrait, si on voulait, les représenter. Je ne sais pas si on va le voir ici. Oui. Petit aparté, donc vous avez la possibilité de réintégrer un tableau de bord dans un rapport Power BI autre, tout à fait indépendant. Il faut l'activer dans les options. Il me semble que c'est toujours dans les options en preview. Et vous pouvez rajouter dans n'importe quel rapport Power BI les éléments d'un tableau dans une scorecard de métrique. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser.
Moi, je vais continuer on va sortir de la démo et je vais vous présenter 2-3 petites choses autour des métriques. Et je vais vous expliquer tout ça quand je vous aurai partagé mes slides. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres questions. Non, je vois. Tac. Et c'est vrai que tu es bien illuminé hein, ce soir, Philippe. Ah oui, j'ai pas de rideau, donc Ouais. voilà. Vous voyez mes slides? Oui, tout à fait. Ok, alors, voilà. La première chose, j'ai plus ma souris. La première chose que je peux rajouter déjà, c'est le niveau de licensing. C'est une question que tout le monde peut se poser. En fait, c'est un peu comme Power BI normal. Vous pouvez l'utiliser avec un compte gratuit uniquement dans mon espace de travail. Vous êtes tout à fait capable de pouvoir le faire. Et en ces cas, vous ne pouvez pas le partager. Maintenant, si vous voulez effectivement partager, ce qui est quand même le but, vous pouvez utiliser une licence Power BI Pro pour créer. C'est la condition nécessaire. Et pour les afficher, soit vous utilisez une autre licence Power BI Pro pour les utilisateurs, soit un compte Power BI Premium. Dans ces cas-là, il n'y a pas de licensing spécifique à l'utilisateur à donner. Ça, c'est la partie licensing. Ça peut être. Donc, c'est assez simple. Hein, on va pas chercher trop compliqué. C'est un peu pareil. Maintenant, je voudrais mettre un petit peu en perspective tout ça. Puis, je vais vous donner aussi l'explication pourquoi on parle de métriques ou de goals en parlant de Power BI. Et pour ça, je vais revenir déjà à la situation du Covid. La Covid qui a changé pas mal de choses. Et parmi des éléments que nous donne Microsoft dans des sondages qu'ils ont réalisés, ils rappellent quand même que le contexte du travail des salariés a bien changé. On ne fonctionne plus avec des managers qui comptent, comme on dit couramment, qui comptent les culs sur les chaises. Mais les employés, eux, veulent plutôt travailler en les responsabilisant et en choisissant le lieu du travail. Donc un travail plutôt hybride, tantôt au bureau, tantôt chez soi. Et donc ça veut dire que pour un manager, ça veut dire changer le mode de fonctionnement, le mode de management, parce que c'est plus les heures de travail qui sont un élément de métrique, mais ce sera plutôt peut-être des objectifs d'avancement du projet. Et par rapport à ce Covid et à ces changements de paradigme des salariés vis-à-vis de leur entreprise, Microsoft a sorti, alors je vous donne en information, une gamme à mot chapeau qui s'appelle Microsoft Viva. Et Microsoft Viva, c'est 4 produits. Je vais vous les faire très rapidement. Hein, si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous reporter à la documentation. Microsoft Viva, qui est une refondation d'un produit qui existait, qui s'appelait MySite ou Workspace Insight. Viva Insight, ça permet de trouver un équilibre entre l'efficacité du travail et le bien-être du collaborateur. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que toute la gamme Viva, c'est vraiment centré sur le salarié, l'employé, le travailleur. Toute cette gamme de produits, donc c'est vraiment tourné sur le salarié. Donc Insight, le bien-être, prendre en compte quand même le bien-être du collaborateur. Viva Topics, c'est de fournir aux collaborateurs de l'expertise dans des secteurs et retrouver à partir de mots-clés qu'utiliserait le salarié des références et de la documentation propre à l'entreprise. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous vendez des boîtes de petits pois, vous courez peut-être le mot empaquetage, mise en conserve, etc. Ce que ça signifie, quelles sont les références, etc. et d'autres éléments. Viva Learning, ce sont tout un support de pouvoir fournir aux collaborateurs des supports de formation, soit externes, soit internes. Et Viva Connexion, c'est une façon, entre autres, de retravailler, pour faire simple, l'espace d'intranet SharePoint, pour faire simple. Donc ça, c'était les 4 produits qu'on connaît depuis à peu près 1 an. Et Microsoft, lors de la build 2022, a fait 2 choses. Donc la build, c'était fin mai, comme l'avait dit David. La première chose, c'est qu'ils nous ont fait, ce qui nous intéresse ce soir, il y en a davantage, c'est que Power BI Gold, qui était le mot-clé tel qui était proposé le produit en prévu, passe en GA, en Global Availability, c'est-à-dire est officiellement disponible, est sorti de sa preview et devient Power BI Metrics. Alors,
L'objectif de renommage, probablement, ça vient par rapport à l'annonce numéro 2, c'est que Microsoft, en parallèle, a proposé un nouveau produit dans la gamme Viva qui s'appelle Viva Goals. Alors, j'imagine que Microsoft s'est dit, pour BI Goals plus Viva Goals, on va plus savoir de quel objectif on parle, etc. Donc, on va renommer les Power BI Goals en Power BI Metrics. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir encore dans la documentation les deux termes. Quand on parle de Power BI Metrics, hein, soit sous le nom de Goals, soit sous le nom de Metrics. En parlant de Viva Goals, ce que nous dit Microsoft, c'est que l'objectif, c'est de mettre en place un framework, une façon de travailler qui s'appelle OKR, qui veut dire Objectif on Key Result, qu'on peut traduire très maladroitement et assez mot à mot, hein, objectif et résultat clé en français. En fait, si je vous parle de ça, c'est vraiment que Viva Goals et Power BI Metrics doivent répondre un peu à ces paradigmes-là de ce qu'est OKR. Et voilà. Alors, OKR, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Alors, j'étais déterré un peu les choses. En fait, la première fois qu'on entend parler du fondement des OKR, il faut remonter à Andy Grove, qui est l'ancien PDG d'IBM, qui le mettait en place déjà depuis pas mal d'années dans son mode de management interne chez Intel. Et il l'a décrit dans son livre de 1983. Donc, vous voyez, donc la première fois qu'on trouve ces références OKR, on parle de 1983. Et de manière écrite, hein. Mais un certain John Doerr, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, a suivi des formations chez Intel et pour ça a été initié justement à la théorie des OKR. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas encore OKR, ça s'appelait Intel Management by Objective. Donc c'était un process purement propre à Intel. Et ce monsieur John Doerr, je vais l'appeler John, comme ça m'évitera d'écorcher son nom. Alors qu'il a été formé en 1975, il est parti dans une société de capital risque et il conseillait entre autres Google. Et en 1999, il a introduit cette notion d'OKR chez Google. Et ça a rapidement pris. Et les OKR ont commencé à sortir d'Intel et de Google pour se déployer dans beaucoup de structures. Ce John Doerr là, a écrit un livre qui est une référence aujourd'hui. Alors, je crois que je vous ai mis la slide. Voilà, le livre, il a été traduit en français. Hein. C'est Measure What Matters, mesurer ce qui compte, dans son livre de 2017. Et notre ami Larry Page, qui était le cofondateur de Google, a fait la préface. Et il dit, entre autres, le résultat clé doit être mesurable, mais à la fin, vous pouvez regarder et sans aucun argument, est-ce que ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait? Oui, non, simple, aucun jugement là-dedans. C'est-à-dire que l'idée de OKR, en plus, c'est quelque chose qui doit être très lisible, un peu comme nos rapports Power BI. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés utilisent ces systèmes d'OKR, à savoir, j'ai trouvé des références chez LinkedIn, Twitter, Uber, Microsoft, GitLab pour signer que cela, et bien sûr Google et Intel. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie de plus en plus et qui s'est démocratisé, notamment avec le livre de 2017 que vous voyez sous les yeux. L'idée des OKR, d'abord, c'est orienté plutôt équipe ou entreprise. Et de définir, c'est d'abord de définir des objectifs qui soient, on dit des objectifs qui soient significatifs, concrets et clairement définis. Et associer à chacun entre 3 et 5 résultats clés qui sont des critères de réussite mesurables. Je suis désolé, je veux le dire, mais parce que c'est très bien écrit, donc je ne veux pas me priver, sont des critères mesurables utilisés pour suivre l'atteinte des objectifs. Donc en gros, dans ce qu'on a vu des métriques, hein, c'est que les objectifs, c'est notamment les premiers métriques, de manière supérieure, et les résultats clés sont les sous-objectifs, les sous-métriques qu'on peut associer et qui peuvent être
associées à des valeurs, à des rapports ou non. Mais en plus, il ne faut pas simplement que nos objectifs soient significatifs, concrets et clairement, mais il faut aussi qu'ils servent d'inspiration à l'individu, l'équipe ou l'organisation qui y travaille. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui soient très très simples. Il ne faut pas chercher des machins, que le ratio du coefficient majorant du machin, etc. Là-dessus, personne ne comprendra. Si on dit qu'on doit faire un chiffre d'affaires qui a augmenté de 30% cette année, ça, tout le monde comprend. Et bien sûr, les résultats clés doivent être mesurables et, comme l'a dit David, hein, c'est soit des valeurs numériques, soit des pourcentages. Et l'idée, c'est que ce soit tout à fait lisible et qu'on voit très rapidement si on est dans les clous ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Les critères, dans la première partie, dans la démonstration, on vous a bien démontré comment ça fonctionne techniquement, mais la deuxième partie, c'est vraiment de se poser quelles sont les métriques que je dois prendre en compte, quels sont les objectifs clairs que j'ai et comment je peux les suivre. C'est vraiment ça. Voilà. Alors, j'aurais voulu regarder un petit peu plus sur les Viva Goals annoncés par Microsoft, mais depuis la build, donc l'événement Microsoft, c'est en version préliminaire privée, donc seuls quelques partenaires Microsoft peuvent avoir accès. Par contre, j'ai récupéré une petite, dans une vidéo que propose Microsoft, j'ai fait une petite capture d'écran. Et vous en avez ici l'élément de la vidéo. Et si vous regardez bien, on est très proche de ce qu'est Power BI Metrics. On s'y retrouve à peu près les mêmes éléments. Et ce qu'annonce Microsoft depuis la build aussi, c'est qu'il y aura des convergences entre Power BI Metrics et Power BI Viva Goals, mais malheureusement, ils ne les ont pas détaillés. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les... Alors là, je vous ai mis quelques références d'articles qui m'ont servi à cette présentation. Voilà. Et maintenant qu'on a fait le tour, ben vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez, ou utiliser le chat pour poser vos questions, vous faire des remarques ou ce que vous voulez. Vous êtes libre maintenant. Non, tu as coupé ton micro, David. J'ai coupé mon micro, effectivement, ouais, pour éviter de faire du bruit derrière. Non, je te disais merci en tout cas pour ce petit historique sur les OKR. C'était assez intéressant de voir effectivement, d'apprendre un petit peu l'histoire sur les OKR, quoi. Et notamment le fait que maintenant c'est beaucoup plus mis en avant et en valeur avec Power BI Goals et Viva Goals qui va bientôt venir. Alors, la question qu'on posait au début, avant le début de la session, hein, c'était qui c'est qui peut le mettre en œuvre? Nous, en tout cas, David et moi, on n'a pas eu encore de clients pour le mettre en œuvre. Je dirais, pour conclure, hein, c'est que beaucoup de nos clients n'ont pas défini d'objectifs extrêmement clairs de type OKR. Et donc, s'ils n'ont pas défini ces objectifs-là, on ne peut pas mettre en place les métriques. Donc, il faut mettre les éléments dans le bon ordre. D'abord, définir au sein de la stratégie de l'entreprise, de l'équipe, des objectifs clairs, mesurables. Et seulement après, on va pouvoir utiliser Power BI Metrics pour les mettre en œuvre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer comme on peut faire dans des rapports où des départements disent bah, je vais me lancer, etc. Tout seul, ça peut marcher. Si vous n'avez pas l'appui normalement de votre direction ou des managers, des top managers, je pense que ce sera quelque chose qui peut être voué à ne pas fonctionner énormément. Voilà. Alors moi, j'ai juste une question, Nicolas Grégory. Vous parlez de SMART. Je pense que c'est un élément concurrent ou parallèle ou équivalent à OKR, non, peut-être? Je ne connais pas bien Smart. J'en connais, j'ai lu 2-3 bricoles, mais je ne me suis pas plus penché que ça. Oui, en effet, ça m'a un peu fait penser à ça. C'est pareil, on parle d'objectifs SMART et on parle de simple. Alors, je crois qu'il y a une traduction française, hein, mais je me rappelle du T qui est temporel,
Le R qui est réalisable, il me semble. Le S qui est simple, mesurable pour le M. Et le A, c'est qu'on peut l'atteindre, atteignable. Atteignable, merci. Merci. Méthode de management, voilà, mais voilà, tout à fait. Ça m'a fait un peu penser à ça. C'est pour ça que je citais le nom. Mhm. Donc, on nous dit, ça fait penser un peu à un diagramme de Gantt. Peut-être. Je trouve pas trop. Moi, à mon avis, je trouve pas que c'est pas franchement un Gantt. Je vois pas trop en quoi ça peut ressembler à un Gantt. Un Gantt, c'est une démarche de planification de projet avec des chemins critiques, etc. Je sais pas. Peut-être que la personne qui a mis peut peut-être commenter. Alors, Edgar nous propose un mélange de Jira et d'outils RH. Peut-être, oui, peut-être. En termes d'RH, oui, par exemple. D'accord. Jira, oui, par exemple, oui, pour atteindre un nombre de tickets, un temps de résolution, etc. Ça peut être effectivement des objectifs de département. Comme ça, je dirais effectivement, en Jira, par exemple, de dire, ben voilà, 90% de mes tickets doivent être traités sous 24 heures. Par exemple, oui, ça peut être une idée. En RH, oui, par exemple, oui. Vous trouvez des actions à lancer en caisse de dérive. Alors, caisse de dérive, malheureusement, Xavier, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus ce que c'est des caisses de dérive, mais le fait de lancer des actions derrière, ça me fait penser à l'utilisation de Power Automate, effectivement. Ah, pardon, c'est pas caisse, c'est K. Ah oui, En cas de oui. dérive. cas de Oui, dérive. alors pourquoi pas utiliser, effectivement, comme dit David, pour automate, ouais. En cas de dérive, de pouvoir avoir des actions correctives. Oui, oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Je te rejoins sur c'est difficile s'il n'y a pas une politique globale et des actions à mener en fonction des dérives et savoir qu'est-ce qui doit être mené, quoi. Enfin, quelles sont les actions à mener vraiment si les objectifs ne s'atteignent pas ou fléchissent. C'est sûr. Il faut vraiment que ça soit global. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres points de vue, questions, remarques? David, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement et... Oui, effectivement, ouais, je pense qu'on a bien respecté le timing, en tout cas, on est dans les temps à peu près. Oui, on est à peu près. Allez, j'arrête Ouais. l'enregistrement. Voilà.